C'est une rupture impressionnante, déstabilisante. En 15 ans, les salariés se sont totalement transformés. Crise économique, révolution numérique. Ils veulent désormais travailler autrement, être dirigés différemment. L'entreprise doit se réinventer. À ma connaissance, c'est la première fois dans l'histoire de l'entreprise que l'entreprise a du mal à s'adapter à la société. Peut-on rattraper ce retard? Eh bien, 4 entreprises y sont parvenues, de façon spectaculaire. Vous allez voir comment Google a donné de l'autonomie à ses salariés pour innover. Je crois même qu'à un moment, Larry et Sergey ont dit, mais finalement, est-ce qu'on pourrait pas se passer de management? Stan Richards, c'est le Robin des Bois du Texas. Pas question d'accorder le moindre privilège à ses managers. On ne veut rien faire qui puisse choquer qui que ce soit dans cette entreprise. En Finlande et en France, vous allez voir comment 2 chefs d'entreprise ont décidé de lâcher totalement le contrôle sur leurs salariés. Si vous dites que vous faites confiance, eh ben vous devez faire confiance à 100%. Avez-vous déjà imaginé à quoi pouvait bien penser un salarié lorsqu'il se rend au travail? Est-il motivé? Se sent-il engagé? Enthousiaste? Eh bien, ces questions, chaque année, l'Institut américain Gallup les pose à des millions de salariés dans le monde. Depuis près de 20 ans, Gallup s'est imposé comme une référence mondiale et interroge les gens sur leur bien-être au travail. Votre manager fait-il attention à vos initiatives? Au travail, vos opinions sont-elles prises en compte? Ou encore, votre supérieur veille-t-il à votre développement personnel? En 2013, 230 000 réponses et un résultat choc. Seulement un salarié sur 10 se déclare engagé dans son travail, c'est-à-dire fortement impliqué. Accablant. Et ce chiffre depuis 15 ans ne bouge pas. Tombé à des niveaux historiquement bas, rien ne semble pouvoir inverser cette tendance. Alors, comment expliquer une si grande indifférence autour de cette étude? Un homme, lui, a voulu comprendre. Isaac Gates, un économiste. Il a écrit un best-seller dans le monde des entreprises, Freedom in Company. Avec une idée simple, les managers sont enfermés dans leur bureau et ils ne perçoivent pas ce mal-être. Si on se promène, on regarde ce qui se passe dans son entreprise, on va le voir dans les regards des gens. On voit, quand on va s'approcher, par exemple, de la machine à café, on va voir que vos collaborateurs, si vous êtes un patron, se taisent. Que quand vous leur posez une question, ils n'osent pas regarder dans les yeux du patron qui pose la question. Ça veut dire quoi, tout ça? Est-ce que ces gens-là, ils étaient comme ça le premier jour où vous les avez recrutés? La plupart des patrons vous disent non. On recrute des gens qui sont enthousiastes, qui sont engagés, qui veulent venir travailler dans notre boîte, quoi. Ben, qu'est-ce qui leur arrive alors? Ils commencent à perdre cet enthousiasme, voire ils commencent à être frustrés, désengagés, voire cyniques, voire même toxiques ou destructeurs. Est-ce la faillite du management? Ou plus grave encore, une déconnexion totale entre l'entreprise et la société? Ces questions, nous les avons posées à 2 experts. Le premier est français. Éric Albert est psychiatre, conseiller de nombreuses entreprises dans la gestion du stress, auteur de l'ouvrage « Partager le pouvoir, c'est possible ». Tammy Erickson, elle, est américaine. C'est l'une des voix les plus écoutées aux États-Unis dans le monde du management. Et leur diagnostic est très sévère. À ma connaissance, c'est la première fois dans l'histoire de l'entreprise que l'entreprise a du mal à s'adapter à la société. L'entreprise a toujours été en avance. L'entreprise a créé la société de consommation. L'entreprise a créé la société de loisirs. L'entreprise a mis la place de la femme dans la société, en intégrant des femmes. Aujourd'hui, l'entreprise est à la traîne. Et d'ailleurs, elle est très déstabilisée de ça. Elle voit bien qu'il faudrait qu'elle bouge autrement. Et elle sait très profondément que le modèle qui émerge est un modèle beaucoup plus puissant, mais elle n'arrive pas à se l'appliquer. Quand je parle à des gens qui ont 30 ans ou 40 ans aujourd'hui,
La plupart d'entre eux me disent en privé qu'ils ne veulent surtout pas être managers. Et la raison, je pense, c'est que lorsqu'ils regardent leurs collègues qui ont 50 ou 60 ans, ils ne veulent surtout pas leur ressembler, ni faire comme eux. Et c'est parce que la façon dont on a imaginé le rôle du manager aujourd'hui, les valeurs d'autorité, ayant toutes les réponses en permanence, disant à n'importe qui ce qu'il doit faire, c'est quelque chose que les jeunes générations ne trouvent pas du tout légitime. Ils sont beaucoup plus intéressés à l'idée d'être nombreux à participer à la solution, développer un esprit collaboratif. C'est vraiment une manière totalement différente de gérer une équipe, très différente des habitudes du passé. Comment fonctionne l'entreprise aujourd'hui? Elle est verticale, elle est basée sur de la motivation qu'on appelle extrinsèque, c'est-à-dire que si tu fais bien ton travail, tu auras une récompense, mais si tu le fais mal, tu auras une punition. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout que tu aies envie de le faire qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ta récompense ou ta punition. D'ailleurs, le manager dit, moi, j'ai pas d'outil de motivation si je ne peux pas donner ni de récompense ni de punition. Motivation extrinsèque. Elle est basée sur de la performance individuelle. Tout est fait pour que les gens, entre eux, se distinguent les uns par rapport aux autres. On appelle ça l'émulation. En réalité, c'est de la rivalité. Elle est basée sur de la rigidité interne qui s'appelle des process, des procédures, des règles, appelez ça comme vous voulez. À la fin des fins, ça rigidifie le système et elle ne laisse très peu de capacité d'initiative aux acteurs, même parce que le process, justement, vous empêche de le faire, même si elle dit qu'elle voudrait le faire. Et ceux qui trépignent de pouvoir prendre l'initiative, ce sont les jeunes. La fameuse génération Y, biberonnée aux réseaux sociaux et au partage de l'information. Des jeunes qui n'ont plus vraiment la même relation avec le travail et l'autorité. De nombreuses entreprises sont particulièrement frustrées face à cette jeune génération. Ils me disent très souvent, on leur demande de faire ça, et eux vous répondent, pourquoi? Pourquoi je devrais faire ça? La raison de tout ça, c'est que les gens qui ont aujourd'hui 50 et 60 ans sont arrivés à une époque où la compétition était forte à l'intérieur de l'entreprise, et on ne discutait pas les ordres. Mais aujourd'hui, les conditions économiques sont bien différentes, et les conditions dans lesquelles a été élevée cette génération sont elles aussi différentes. Ce qui a largement influencé les jeunes aujourd'hui, par exemple, ce sont les phénomènes de terrorisme un peu partout dans le monde. Les jeunes se disent « beaucoup de choses peuvent m'arriver demain ». Et l'idée de grandir avec ce sentiment dans la tête explique très simplement que vous avez envie que votre travail soit utile au quotidien. Et ce que demandent les jeunes, c'est « est-ce que mon travail a un sens ? Est-ce qu'il me rend meilleur ? Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ?» Aujourd'hui, les entreprises ont parfaitement compris qu'il fallait manager autrement pour répondre aux nouvelles aspirations de leurs salariés. Nous allons vous montrer 4 exemples très concrets d'entreprises qui ont mis en place des méthodes de management révolutionnaires. Et la première d'entre elles, c'est Google et ses plus de 40 000 salariés. Le magazine Fortune désigne depuis 4 ans cette société comme le meilleur lieu où travailler. Et ça ne passe pas inaperçu. Plus d'1 million de candidatures pour satisfaire près de 4 000 embauches par an. Salle de billard, baby-foot, massage, voilà ce que Google a l'habitude de montrer au public. Mais est-ce vraiment là le secret de la firme américaine? Pour le savoir, direction le cœur de Paris. C'est ici, dans cet hôtel particulier, que Google France a implanté ses bureaux. Derrière ces ordinateurs, des ingénieurs parmi les meilleurs dans leur domaine. L'intuition des fondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page, c'est que les meilleurs détestent être commandés. Si bien qu'au départ, la direction s'est même demandé si elle avait besoin de managers. Au début, il y a assez peu de crédit accordé au management dans une culture d'ingénierie et particulièrement de développement informatique, où finalement c'est un travail très autonome, assez, par définition assez solitaire, mais où finalement ce sont les pairs qui ont le meilleur regard sur ce que vous faites, parce que c'est vraiment des métiers d'expertise. Je crois même qu'à un moment, Larry et Sergey ont dit, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de management ? À quoi ça sert un manager? C'est une bonne question finalement.
Et cette question a suscité un vrai travail de recherche et d'enquête de façon à déterminer si, oui ou non, on avait besoin de managers. Cette question, Google va mettre 3 ans à y répondre. Et au final, le manager sauve sa peau. On s'est dit, oui, effectivement, il semblerait que les managers aient réellement un impact sur la satisfaction de leur équipe, sur le moral de leur équipe et au final sur les résultats de leur équipe. Des managers chez Google, oui, mais beaucoup moins que dans d'autres multinationales, 5000 à peine. Pour une raison simple, ici la société mise tout sur une très large liberté de ses salariés. Arrivée en 2011, Christelle Schuber, l'actuelle directrice du marketing, a dû l'accepter. Mais elle a vite compris tout l'intérêt de cette autonomie. Pourquoi est-ce que ça a donné des nouveaux projets? Parce que l'innovation, vous le savez, c'est pas toujours au moment où vous êtes assis à votre bureau face à votre ordinateur et que vous dites il faut avoir une idée. C'est pas toujours à ce moment-là que l'idée arrive. Ça peut être quand vous êtes justement à la cafette, assis à côté d'un ingénieur, assis de quelqu'un de la com, d'une autre équipe, que là vous dites ah bah tiens, effectivement en discutant j'ai cette idée-là, pourquoi est-ce qu'on n'en discuterait pas ensemble, on pourrait peut-être faire quelque chose. C'est comme ça que naissent et que germent les idées. Arnaud Massoni a bien connu cette culture. Il a passé 4 ans chez le géant de l'Internet. Lorsqu'il quitte la firme fin 2009, il devient un des fondateurs d'une start-up appelée 55. Babyfoot, siège confortable, on voit tout de suite où il a puisé son inspiration. Et il a repris à son compte une autre recette, celle de petits groupes de travail très autonomes. La bonne taille d'une équipe d'ingénieurs chez Google, c'est la taille d'une famille. Il faut se dire qu'une famille, on arrive à se parler, on arrive à se comprendre et on arrive à avancer en étant dans l'attention des autres et la volonté d'aller ensemble. Pour eux, avoir une équipe de 20 ingénieurs sur le même projet, ça ne marchera pas. Donc ils vont découper le projet en 3 sous-projets et ils vont recréer 3 familles. Si vous prenez une organisation et que vous ne définissez pas des périmètres clairs, la nature a horreur du vide, la jeunesse sait s'en emparer, et donc il y aura forcément à gauche ou à droite quelqu'un qui va aller essayer de s'emparer d'une zone d'innovation sous-exploitée ou pas encore complètement capturée. Donc forcément ça booste la créativité et la volonté d'entreprendre en interne. Ce système a même un nom chez Google, la théorie du chaos organisé. La firme américaine a été la première à l'appliquer. Et quelle entreprise française serait aujourd'hui prête à en faire autant? Le blocage, il est d'abord dans la tête du dirigeant. C'est-à-dire que pour être dans les nouveaux modèles, il faut commencer par accepter l'idée que je lâche le contrôle. Google donne une journée par semaine à ses collaborateurs pour créer un projet ou contribuer à un projet qui n'a rien à voir avec son travail quotidien, dans lequel il a envie d'être, parce que ça lui fait plaisir et qu'il a envie de contribuer à un projet ou d'en créer un. C'est comme ça qu'a été créé Google Earth, et 50% des innovations de Google viennent de là. Mettons-nous maintenant dans la tête d'un dirigeant d'une entreprise de 20, 30 000 personnes, 100, 200 000 personnes. Il se dit, mais si je fais ça, mais ils vont glander. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont rien foutre. Il n'en est pas question. Je veux garder le contrôle. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de process? Parce que le process, c'est l'illusion que je maîtrise. Et à la fin des fins, pourquoi est-ce que c'est tellement difficile pour changer de modèle pour ces dirigeants? Parce qu'ils sont issus de ce modèle-là. Eux-mêmes, c'est quoi un dirigeant? C'est quelqu'un qui a réussi plus vite que les autres, en rivalité avec les autres, et pas en collaboration. Et dans le fond, ce qu'il a dans la tête, c'est que ce qui marche, c'est des gens comme lui. Et qu'est-ce qu'il cherche? C'est des gens comme lui. Comme on est dans une rupture de modèle, il y a quelque chose qui est extrêmement difficile à faire, qui est émotionnel. D'abord et avant tout, c'est de la peur qu'ils ont, les dirigeants. L'autonomie chez Google, une belle idée qui ne va pas de soi. Il y a un préalable, la qualité du recrutement. Comment entre-t-on dans la société la plus convoitée au monde? Eh bien, c'est un parcours du combattant. Une super sélection pour être certain de l'engagement des futurs ingénieurs.
Qu'est-ce qui surprend quand on arrive chez Google, c'est que pour y arriver, il y a eu 3-4 mois de processus. Moi, j'ai passé 17 entretiens. Pour à l'arrivée, j'avais la conviction que je voulais y aller. J'avais la conviction que je pouvais bien interagir avec les différentes personnes que j'ai pu croiser. Des très seniors, des très juniors, des personnes avec qui j'allais être amené à me frotter au quotidien et d'autres qui étaient dans d'autres départements. Et donc voilà, il y a un adoubement sur la culture et sur le mental qui se fait par-delà les pédigrés académiques. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, et typiquement, qu'on a repris chez nous. Le fait de prendre vraiment le temps, de bien filtrer les personnes à l'entrée, pour qu'on se pose plus de questions, entre guillemets, une fois qu'elles sont chez nous. Face à tant de liberté, comment les managers gèrent-ils leurs équipes? Dans ses anciennes fonctions chez les géants Procter & Gamble et McKinsey, Christelle Schuber était habituée à des organisations très hiérarchisées. Mais chez Google, elle a dû se remettre très vite en question. On dit toujours qu'il faut 6 mois à peu près quand on arrive chez Google pour s'adapter et comprendre. Donc, il y a forcément un moment où on est un petit peu déstabilisé. Moi, j'ai des gens qui bougent pour un trimestre, par exemple, un trimestre ou un an. Ils peuvent changer d'équipe, ils peuvent changer de pays, ils vont faire, si vous voulez, comme un stage interne à la fois dans une autre fonction ou dans une autre équipe. Ça, pareil, j'avais jamais connu ça dans d'autres entreprises. Parce que pour le manager, pour le coup, ça a de véritables implications. Parce qu'il ne faut pas déstabiliser le reste de l'équipe. Donc, en tant que manager, mon objectif est de dire comment est-ce que je développe chacun de mes collaborateurs. Donc, c'est une merveilleuse opportunité pour eux. Mais comment est-ce que je m'assure que ça n'est pas un poids supplémentaire pour le reste de l'équipe? Et ça, c'est le travail du manager. Donc, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué à gérer pour un manager. Les gens qui veulent un fonctionnement très hiérarchique, qui ont besoin d'un cadre très formel, qui ont besoin d'avoir un statut clairement défini, avec un grand bureau, etc., c'est pas ici qu'ils vont le trouver. Le management de Google, c'est une réponse à un monde de plus en plus imprévisible, où tout change très vite. Et donc, pas question de se laisser surprendre. Si vous êtes un paquebot, si vous êtes un mammouth, il vous faut du temps pour réagir. Et la bureaucratie hiérarchique, c'est un mammouth, c'est un paquebot. Je prends l'exemple de Nokia. Il y en a quelqu'un, je crois que c'était Qualcomm, qui arrive avec un circuit innovant en disant pour votre téléphone on a quelque chose, on peut travailler ensemble. Et Nokia, il prend 9 mois pour répondre. Tandis que ces technologies, sa durée de vie, c'est 3 mois. Quand ils vont chez Samsung, à 2-3 semaines, ils ont un accord, ils se développent, et ils mettent ça dans le téléphone. Garder l'âme d'une start-up lorsque l'on devient un mastodonte, ce pari, beaucoup de chefs d'entreprise l'ont tenté sans y parvenir. Mais un homme, lui, a réussi. Direction l'ancien royaume du pétrole, Dallas, au Texas. L'un des capitalismes les plus traditionnels des États-Unis. Cet homme, qui marche comme un cow-boy, c'est Stan Richards. 81 ans au compteur et un style vestimentaire qui rappelle un certain Steve Jobs. Vous ne le connaissez pas, mais il dirige la plus grande agence de publicité indépendante des États-Unis. Plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2013. Des clients prestigieux comme Bridgestone ou Fiat. Signe de son succès, Stan Richards a placé 4 de ses pubs lors du dernier Super Bowl, l'événement sportif américain le plus regardé de l'année. Ce matin, justement, le boss est à la manœuvre. L'ennemi juré de Stan Richards, ce sont les privilèges accordés à la hiérarchie. Il les traque depuis 40 ans. Le patron en est convaincu. Ces avantages peuvent ruiner l'esprit d'une entreprise. Stan Richards a donc engagé une véritable révolution. Et sa première cible, ce sont les gigantesques bureaux accordés très souvent aux managers. Désormais chez lui, la meilleure vue sur Dallas est réservée aux employés qui font les photocopies. On ne veut rien faire qui puisse choquer qui que ce soit dans cette entreprise. Ici, ça pourrait être un bureau parfait pour un PDG. Jolies proportions, belle vue sur Dallas, la bonne exposition, et pourtant on l'a donné aux salariés. Il y en a comme ça à chacun des 12 étages.
L'idée centrale, c'est qu'on veut que chacun comprenne qu'il est une composante essentielle dans cette entreprise. Même s'il est là pour faire des tâches ingrates, eh bien c'est important. Avec près de 1000 employés, son entreprise ne ressemble plus vraiment à une start-up. Mais d'après le patron, l'esprit, lui, n'a pas changé. Et pour cela, Stan a eu une astuce radicale. La suppression de tous les titres à l'exception d'un seul, les chefs de projet. Conséquence, chez Stan Richards, il n'y a que 3 niveaux hiérarchiques. Le PDG, ses fameux 34 chefs de projet et les salariés. Entre ces différents niveaux, le fondateur prône une totale transparence. Les agences de publicité, en général, sont un concentré de paranoïa. La paranoïa ici, c'est un serpent de mer. La conséquence, c'est que ça abîme le business. Quand vous avez face à vous une porte fermée, votre premier sentiment, c'est que vous vous dites « Mon chef dit quelque chose de mal sur moi ». Alors ici, on n'a pas de porte. On veut que tout le monde sache tout ce qui se dit ici. On a des secrets pour personne. Le patron lui-même a montré l'exemple. Ça, c'est mon espace. Vous voyez, pas d'intimité. Stan Richards a cassé les codes à tous les étages. Il a même supprimé un avantage historique, les primes salariales décernées à un petit groupe de personnes. Elles sont désormais réparties équitablement entre les chefs de projet et les salariés. Dans ce clip promotionnel, invitant les nouveaux diplômés à venir postuler chez lui, Stan Richards annonce d'ailleurs clairement la couleur. Voilà ce qu'un jeune salarié du groupe peut très vite s'offrir avec ce partage des profits. Well, you were gone quite a while. You take cash? Mais comment justement ont réagi ces fameux managers? Diane Fallon arrivait tout droit de l'une des plus grandes agences de publicité de New York lorsqu'elle a débarqué chez Stan Richards. Elle a abandonné son duplex et son balcon privé pour ce petit cube de travail. Privée de ses symboles de chef, Diane Fallon a dû faire à nouveau ses preuves pour démontrer aux équipes qu'elle était bien légitime. Et ce, malgré 20 ans d'expérience. Un retour aux sources qu'elle a très vite trouvé bénéfique, pour ne pas dire apaisant. Dans chaque agence où j'ai travaillé avant, j'étais omnubilée par les promotions. Le niveau supérieur que je pouvais atteindre et tout ce qui allait avec, le niveau inférieur où je ne voulais pas descendre. Donc tout le monde se focalisait sur la stratégie pour y parvenir, plutôt que sur le travail. Mais ici, on met l'accent sur le travail. On est une agence de publicité, c'est ça notre rôle. L'important, c'est d'être reconnu par ses collaborateurs, pour ce qu'on est vraiment, pour les décisions qu'on prend, et pas parce que sur le papier, on a dit que c'était vous le chef. Si je fais ce qu'il faut, alors je serai respectée. Si je fais ce qu'il faut, que ce soit difficile ou non, je sais que ce sera vu comme la chose à faire. Cet environnement libérateur vous oblige à être un meilleur manager, à apporter un meilleur service aux clients. C'est quelque chose que je n'ai jamais rencontré dans d'autres organisations. La compétence managériale repose sur ses comportements. Comment est-ce qu'il est capable de développer une capacité comportementale nouvelle? Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui managérial des grands groupes, c'est de développer de la capacité comportementale. Et ne nous trompons pas, ce que j'appelle développer de la capacité comportementale, c'est développer des capacités d'adaptation. Qu'est-ce que c'est que s'adapter? C'est être capable de changer de comportement. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en faisant ça, on rajeunit tout le monde, hein, parce que quand on continue à garder de la souplesse adaptative, on reste jeune. Donc, c'est ça l'enjeu qu'ont les grands groupes, et enfin toutes les entreprises de façon générale, mais bien sûr, ça fait sortir tout le monde de sa zone de confort. Partager le pouvoir, c'est possible. Et la fierté de Stan Richards désormais, c'est que les jeunes talents viennent chez lui convaincus qu'ils auront leur chance à égalité avec les plus anciens. Et surtout, il reste près de 14 ans en moyenne chez lui. Quand ailleurs, les jeunes stars de la pub partent au bout de seulement 2 ans. Mais ne croyez pas que supprimer tous ces attributs de pouvoir a été facile à mettre en œuvre. Bien d'autres patrons s'y sont cassés les dents. It takes some courage. It takes a willingness
Vous savez, ça demande du courage, ça demande de la volonté. Et il ne faut pas avoir peur de perdre de bons éléments. Vous savez, j'ai un parfait exemple pour ça. L'un des meilleurs patrons d'agence à New York m'a appelé un jour. Il m'a dit qu'il avait beaucoup entendu parler de moi, de mes méthodes, et il voulait venir nous voir pour comprendre ce qui était si différent chez nous. Il est venu nous voir, vraiment un chic type. Et quand il est parti, il était très excité à l'idée de faire la même chose. Dès son retour à New York, il m'a dit « La première chose que je vais faire dès lundi matin, c'est d'enlever les portes. » Je n'ai pas eu de nouvelles pendant 3 mois. Et un jour, il me rappelle et me dit « J'abandonne. » J'ai essayé tout ce qui était possible, à commencer par enlever les portes, et j'ai eu une révolte dans mon entreprise. Quelques-uns de mes meilleurs managers me menacent de partir si on ne leur redonne pas leurs portes. Tout ça à cause d'une porte. Vous imaginez ça? Eh bien, il était prêt à abandonner l'idée même d'un nouveau management. Mais alors, peut-on vraiment transformer une entreprise en cours de route? Peut-on remettre en cause les habitudes du passé quand elles sont si profondément ancrées? Nous avons cherché dans tous les sens une entreprise qui avait su réinventer son management. Eh bien, nous l'avons trouvée. Au nord, très au nord, direction la Finlande et sa capitale Helsinki. Le siège de cette fameuse société, le voici. Bienvenue à Soul City, un univers complètement fou, à l'image de ces statues postées au milieu des bureaux. Vous n'êtes pas dans un décor de cinéma ou dans un cabinet de design, mais bien chez le champion finlandais du nettoyage industriel. Près de 10 000 salariés chargés de nettoyer bureaux, aéroports, hôtels et voies publiques. 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, une belle réussite. Mais la fierté de Sol est ailleurs. Dans cette vidéo, la société met surtout en avant la bonne humeur de ses salariés. La garante de cette joie de vivre, c'est la patronne de Sol en personne, Liisa Joronen. Et son petit grain de folie à elle, c'est de ne jamais se séparer de ses 2 chiens. La vie de cette femme bascule en 1992. À cette époque, l'entreprise de nettoyage est au plus mal. Liisa Joronen est pourtant convaincue qu'avec de nouvelles méthodes de management, il est possible de la redresser. Mais pour parvenir à ses fins, elle doit affronter son père, le propriétaire de la société. Et il ne fait absolument pas confiance à sa fille. Je suis le mouton noir de la famille. Et donc mon père m'a dit « Vas-y, et puis on se revoit quand tu auras échoué. » Mais moi j'étais déterminée à réussir et je ne voulais pas revenir. Et quand il a vu les résultats? Eh ben, il était à la fois content et en même temps, il avait un peu de mal à accepter ses méthodes. Mais quelles sont ces méthodes de management si révolutionnaires? Elles reposent sur un seul mot, la confiance en la nature humaine. Cela peut paraître totalement utopique, inimaginable pour les sceptiques. Mais la patronne, elle, y croit dur comme fer. Tout ici est basé sur le principe philosophique qui veut que chacun a envie de réussir. Une vision positive de l'homme qui dit que chacun est bon. Et je crois beaucoup en ça. Dans le passé, j'ai travaillé dans une banque et tout était millimétré. On disait à tout le monde ce qu'il devait faire. Et je détestais ça. Je détestais venir tôt au boulot. Je détestais quand il me disait « Tu dois déjeuner maintenant. Tu dois boire un café parce que ton chef a décidé de boire un café. » Tout ça m'ennuyait. Et je me suis dit que ça devait ennuyer tout le monde. Vous savez, ce que je fais, c'est simple et compliqué à la fois. J'ai pris un gros risque. Parce que si vous dites à quelqu'un « Je crois en toi », eh bien vous devez croire à 100% en lui. Vous pensez que nous sommes au pays des bisounours? Eh bien, détrompez-vous. Chez Sol, cette confiance, elle a comme conséquence de mettre une énorme pression sur les équipes.
Leur travail est évalué en permanence par les clients, de façon totalement transparente. Comment ? Eh bien, Pépi Kaira, la fille de la patronne, une des dirigeantes du groupe, va nous le dévoiler. Cet objet un peu curieux, on l'appelle ici l'arbre à résultats. À première vue anodin, et pourtant c'est un outil absolument stratégique. Des dizaines de feuilles y sont accrochées, avec un seul objectif, responsabiliser les salariés. Tous les mois, on collecte les résultats envoyés par les clients pour chaque équipe. Et les managers peuvent les comparer entre eux. Ça, c'est le nom du client. Il y a un très haut taux de clients heureux et 25% de clients satisfaits. C'est bon, ça aussi. Et il n'y a pas de mécontents. Nous mesurons tout, oui. Ça, c'est la satisfaction des clients. Mais il y a aussi la satisfaction de nos équipes. Comment ils se sentent dans leur travail. Et ça doit s'améliorer chaque année. Sur le terrain, très concrètement, comment marche un tel système basé uniquement sur la confiance? Pour le savoir, direction le port d'Helsinki. Viking Line, la compagnie de ferry locale, c'est l'un des gros clients de l'entreprise Sol. 10 h du matin, les salariés ont pour mission de nettoyer de fond en comble ce navire. Tout doit être prêt avant 17 h, l'heure du départ. Sur place, nous sommes très vite surpris d'une chose, aucun manager n'est là pour organiser et contrôler le travail. Chez Sol, les équipes se répartissent les tâches entre elles, en discutant. Et dans 99% des cas, il n'y a pas de conflit de personnes. Du coup, tout le monde a à cœur de bien faire, à l'image de Vladlen, l'un des nettoyeurs. Quand vous prenez votre poste le matin, vous comprenez que vous êtes l'unique responsable de cette zone. C'est seulement vous et personne d'autre. Et on sent très vite le poids des responsabilités. Avant, dans l'autre société de nettoyage où j'ai pu travailler, l'atmosphère autour de moi était totalement différente. C'était comme si vous aviez toujours quelqu'un sur votre dos. Je devais suivre les ordres et rien d'autre. Ici, vous pouvez prendre vos propres décisions. Vous pouvez faire les choses à votre façon. Et si on vous demande pourquoi vous avez fait ça, eh bien vous l'expliquez et c'est tout. On nous a donné le droit de décider par nous-mêmes et ça fait toute la différence. Chez Sol, les managers ne perdent pas de temps à contrôler en permanence les équipes. La conséquence, c'est qu'ils peuvent se consacrer presque exclusivement au développement commercial. Et cela se voit dans les résultats. Sol, c'est 15% de croissance par an depuis 22 ans. Évidemment, j'ai eu des déceptions avec des gens qui ont abusé de ce système. C'est la vie. Mais en réalité, quand vous donnez plus de liberté aux gens, ils travaillent plus. C'est un vrai problème. Ils font trop d'heures. C'est surtout ça, le gros problème. Une histoire comme celle de l'entreprise Sol est-elle possible en France? Les dirigeants français sont-ils prêts à de telles méthodes? Regardez cet homme. Il s'appelle Jean-François Zobrist. Lui, il est allé plus loin que tout le monde. Jean-François Zobrist a supprimé les managers. Du jamais vu. C'était dans les années 70, dans son usine de pièces automobiles, Favy, en Picardie. Désormais, il parcourt la France pour expliquer sa révolution managériale devant des centaines de chefs d'entreprise, comme ici, en région parisienne. Faire du résultat l'objectif est une connerie. Hein, les grands-messes, nous allons faire 15% de cash flow, 20% de cash flow. Non! Ça, c'est le résultat d'une résultante. C'est l'ouvrier heureux qui fait le client heureux. Et c'est le client heureux qui fait l'actionnaire heureux. Ils sont heureux parce qu'on leur fout la paix. Et comme on leur fout la paix, ils font 20% de pièces en plus. Quand tu fais 20% de pièces en plus sans investissement, le fric, il arrive tout de suite. Hein. Si les patrons l'écoutent si attentivement, c'est que Jean-François Zobrist a des arguments pour convaincre.
Son bilan à la tête de Favi est exceptionnel. L'entreprise est notamment devenue le leader européen des fourchettes de boîtes de vitesse, avec 50% du marché. Le nombre de ses salariés a été multiplié par 10 et aucune grève en 40 ans d'existence. La conviction de ce patron atypique, c'est que ses managers obsédés par le contrôle sont un frein à l'entreprise. On passe notre temps à réunion pour rien. C'est devenu une espèce de rite, la réunion. Il n'en sort rien. On n'a pas le temps de travailler, on n'a pas le temps de s'occuper de nos clients. Donc tout le monde en est conscient de cette déviance-là. On a 30 à 40% de non productifs dans les entreprises. Vous avez à peine 40-50% de gens qui créent de la valeur. Or, la base de l'entreprise, c'est d'abord je crée quelque chose. Et puis après, je le vends. Éventuellement, je contrôle ce que j'ai fait, mais ça, c'est le rétroviseur, c'est pas le moteur. On est dans un espèce de fin de cycle, comme toutes les fins de cycle d'ailleurs, hein, où on a perdu le bon sens, c'est un espèce de chaos, j'ai l'impression, les entreprises actuelles. J'ai lu quelque part qu'un cadre en France passe 16 ans de sa vie en réunion. Quoi qu'on fasse, ça doit servir un client, interne ou externe. Si ça ne sert pas un client, on arrête. Dans la plupart des boîtes, 60% des procédures et des papiers, il n'y a pas de client derrière. 60% des réunions, on regarde le nombril, il n'y a tellement pas de clients qu'on coupe le téléphone. On coupe le téléphone en réunion. La confiance a rapporté gros à Jean-François Zobrist. Mais il le sait, peu de patrons sont prêts à suivre cette voie. Le problème qu'on a en France, c'est qu'il y a des écoles de management qui, enfin, ne forment pas des patrons. Ils ne forment pas des entrepreneurs. Ils forment des gens qui savent contrôler. Après, on a toute une masse de patrons qui viennent des écoles d'ingénieurs. Un ingénieur, on ne lui a jamais appris à gérer des hommes. On lui apprend à faire des ponts, des tunnels, enfin bon. Et on prend ces gens-là parce qu'a priori, ils ont une capacité à apprendre, donc on pense qu'ils sont intelligents, pour gérer des hommes. Il n'y a pas d'école de patrons en France. La confiance rapporte beaucoup plus que le contrôle, que les coûts du contrôle sont largement supérieurs aux déviances qu'il pourrait y avoir s'il n'y a pas de contrôle. Alors le 21e siècle sera-t-il celui du lâcher-prise dans les entreprises ? Ces entreprises sont-elles en danger si elles ne se réinventent pas très vite? D'après un sondage réalisé en mars 2014 pour le ministère de l'Emploi, seuls 6% des dirigeants français croient vraiment dans les capacités de leurs salariés. On est donc bien loin de nos 4 exemples d'entreprises. S'il n'existe pas de recette miracle, les solutions mises en place montrent au moins une chose. Inventer un nouveau management exige avant tout une révolution des mentalités.